Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir Laurence Ferrari. Ancien Premier ministre, merci d'avoir accepté l'invitation de Punchline. C'est la pagaille aujourd'hui sur ce protocole sanitaire. Est-ce qu'il y avait une façon de faire mieux ? 3 protocoles en moins d'une semaine, 3 autotests par enfant. Est-ce que c'était plus ? C'est très difficile. On aurait pu faire autrement. Je sais pas, moi alors vraiment, si j'étais au gouvernement, je n'aimerais pas qu'on me donne trop de leçons dans cette période extrêmement difficile. Et le ministre de l'Éducation, qui est un homme pour qui j'ai de l'estime, fait comme il peut. C'est difficile, je vois un peu dans les autres pays la difficulté. La France a fait un choix plutôt courageux depuis le début, qui est de faire en sorte que l'école soit ouverte. Parce que nous savons tous aussi les conséquences sur les gamins, notamment des premières semaines où tout était fermé. C'est un choix qui n'a pas été fait partout. Donc cette idée-là, elle reste. Alors la mise en œuvre, je le reconnais, elle est extrêmement compliquée. Moi, ce qui me frappe, alors sans doute parce qu'il y a la campagne électorale, mais pas seulement, c'est que alors les débats sur tous les sujets, alors quand ça touche nos enfants, c'est normal, mais sur tous les sujets, ça devient très dur, ça devient, j'allais dire presque hystérique. Alors je ne parle pas de l'Assemblée nationale, mais là on sent qu'il y a des tensions parce qu'on est au bout d'une période. Les gens veulent sortir de ce climat, de cette pandémie, et ils ont le sentiment qu'on n'en voit pas le bout, et ça joue sur évidemment, j'allais dire sur les nerfs. Enfin, c'est une tension que peuvent ressentir les profs, les parents et les enfants. Il y a une tension qui peut dégénérer en violence. On le voit notamment à l'encontre des élus qui se prononcent en ce moment sur le pass vaccinal et toutes les mesures sanitaires. C'est la traduction de cette frustration, cette violence ? Nous n'avons pas assez regardé. Il vous arrive sans doute d'inviter mon vieil ami, mais surtout spécialiste de ces questions, Alain Boer, qui depuis des années alerte sur le fait que le passage à l'acte, je parle là de la violence, est une réalité de notre société. C'est ce qui a changé. On est dans des sociétés où, fort heureusement, nous ne connaissons pas le niveau de meurtre, d'assassinat, de violence qu'on pouvait connaître il y a tout juste un siècle. Et on ne l'accepte pas. Mais il y a un passage à l'acte et la mise en cause de ceux ou de celles qui incarnent l'autorité. Policiers, gendarmes, profs, sapeurs-pompiers, médecins, aujourd'hui, tous ceux qui, d'une certaine manière, ont une forme de responsabilité de pouvoir. Bon, les profs aussi ont été très concernés, donc, et on s'attaque aux élus aussi qui représentent le pouvoir politique. Et une mise en cause de l'autorité qui est très dangereuse, et c'est pour ça que là, il faut, pour quiconque, c'est vrai pour ceux qui portent l'uniforme, qui incarnent l'autorité, mais c'est vrai pour les élus, là, il y a quelque chose qui... Les images que nous avons vues, la superposition des images, ce qui s'est passé en Guadeloupe, il y a quelques jours, contre le directeur du CHU, ce qui s'est passé hier à l'égard d'un député sur un autre territoire, Saint-Pierre et Miquelon, mais on trouvera ça aussi évidemment sur l'Hexagone, sont inacceptables. La violence dans une démocratie, la mise en cause des personnes, la violence, on peut essayer d'analyser ce qui se passe, mais c'est inacceptable, et donc il faut être extrêmement... il faut une réponse très puissante, et je me réjouis d'ailleurs que le président de l'Assemblée nationale ait réuni tous les présidents de groupe pour dire ça suffit. L'attitude, encore une fois, du président de la République a-t-elle pu mettre quelque part un petit peu de carburant dans la machine de ceux qui protestent, ceux qui manifestent tous les samedis contre le pass sanitaire ? On se rappelle les mots que je ne répéterai pas du président contre les non-vaccinés. Moi, je suis d'accord avec la stratégie vaccinale. Et je suis même favorable à la vaccination obligatoire. Et donc je suis sur l'idée de la contrainte. Et puis bon, il faut quand même maintenant, on n'est plus à la pédagogie à expliquer. Il faut quand même que ceux qui ne se vaccinent pas volontairement essaient de comprendre les conséquences. Je pense notamment à ce que nous disent les médecins et les infirmières sur la déprogrammation d'un certain nombre d'opérations. Et de l'autre côté, je pense que les responsables politiques, je sais que c'est difficile, hein, et le président de la République répondait à une infirmière qui lui parlait de la réalité de ce qui se passe dans les hôpitaux et du fait que la plupart de ceux qui sont en grande difficulté, pas seulement, et la plupart sont des non-vaccinés. Le président répondait. Mais je crois que le chef de l'État, le président de la République, comme l'ensemble de ceux qui ont une responsabilité, doit faire évidemment attention aux mots qu'ils utilisent, parce qu'on est sur ce terrain abrasif qu'on vient d'évoquer, et tout le monde peut se sentir d'une manière ou d'une autre concerné par un mot, par une formule. Réconcilier les Français avec eux-mêmes, avec leurs institutions, apaiser. Moi, j'ose croire que c'est un des grands débats
de cette élection présidentielle. Comment on fait? Vaste programme, hein, oui, mais parce que toutes nos démocraties, Laurence Ferrari, partout, hein, cette violence verbale et physique. On parle des réseaux sociaux, mais qu'on sent aussi dans la rue, la mise en cause. Comme en plus notre système politique a totalement implosé, comme nos corps intermédiaires sont plutôt faibles, qu'on ne les a pas trop respectés ces dernières années, y a une tension et il y a une violence. Au fond, cette violence, elle échappe aux corps constitués, aux partis, aux syndicats, aux associations. On a l'impression de quelque chose qui n'est pas contrôlable. Donc il faut faire très attention aux mots, parce qu'ils peuvent créer tout de suite des tensions. Et tout ça n'est pas dû au Covid, évidemment. Il y a d'autres facteurs à cette colère, la vie chère, l'insécurité. Il y a de multifacteurs, évidemment. Bien sûr, nous sommes des sociétés ouvertes, complexes, fragiles. La démocratie, elle est belle. Il faut la défendre. Elle est fragile. C'est vrai que la libération de la parole sur les réseaux sociaux, mais d'une manière générale, a créé un phénomène où le passage à l'acte, et au fond, toute personne se sent victime ou se sent autorisée à donner son opinion et à remettre en cause ce qui est la légitimité de l'exercice du pouvoir, de l'autorité ou d'un élu. Donc le rétablissement de l'autorité, moi j'ai toujours dit que l'autorité était une valeur cardinale républicaine et même de gauche, mais restons sur la République, il faut la faire respecter, mais on a tous les uns et les autres notre responsabilité. Mais vous avez raison, il y a des facteurs multiples et sans doute, évidemment, les questions économiques, de santé, d'école, de réchauffement climatique sont très importantes, mais il faut guérir notre crise démocratique, notre crise morale. Il faut la guérir. Non, mais on n'y arrive pas. Moi, j'ai voté pour Emmanuel Macron il y a 5 ans, mais reconnaissons que il n'a pas sa promesse, qui était une forme de renouvellement de la vie politique, notre manière de faire la politique et de réconcilier, n'a pas été accomplie. Alors, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites qui n'a pas abouti, il y a eu évidemment la Covid-19 qui va laisser des traces profondes, psychologiques, anthropologiques, sociales dans notre société. Mais lui, s'il a un projet, mais je pense aussi à Valérie Pécresse ou à d'autres, c'est comment on fait pour apaiser, réconcilier. C'est pour ça que je pense que sur un certain nombre de grands sujets, nous n'aurons pas d'autre choix qu'une forme de contrat, de compromis entre les grandes forces politiques et sociales de ce pays pour régler immigration, retraite, nucléaire, lutte contre la précarité, école qui va pas bien, c'est-à-dire traiter ces questions de fond et dans la durée, parce que sinon, le débat politique ces dernières semaines, il s'est affaissé. Franchement, il n'est pas à la hauteur des enjeux et de ce qu'attendent les Français. On va faire une petite pause, Manuel Valls. On parlera un peu d'insécurité, évidemment. L'ancien Premier ministre que vous êtes a son avis sur ce qui se passe dans notre pays. Et puis on parlera aussi de votre livre aux éditions de l'Observatoire, Zemmour, l'anti-républicain. Vous nous direz comment, face au danger de la contre-histoire, un autre récit est possible. Et tout de suite dans Punchline sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline avec notre invité ce soir, Manuel Valls, ancien Premier ministre. Manuel Valls, vous publiez ce livre Zemmour, l'anti-républicain. On y revient dans un instant. J'aimerais parler avec vous de l'insécurité, de la violence qui s'exerce tous les jours contre les policiers, les forces de l'ordre. Vous avez aussi été à Place Beauvau. On va écouter un syndicat de police, Jean-Christophe Couvi. Il y a eu à nouveau un guet-apens à Champigny-sur-Marne. Il y a eu de nombreux tirs de mortier d'artifice contre les policiers. Écoutez ce qu'il dit, c'est intéressant sur l'analyse sociologique de ce que font les voyous. On voit bien que c'est une guerre de bandes, de quartiers, et que nous, on est considérés comme une bande, en fait. C'est ça qui est fou. C'est que les policiers sont considérés comme une bande rivale, et donc ils défendent leur territoire. Donc on vient les embêter, on vient essayer justement de casser un peu les deals de drogue, et on se rend compte que pour se venger, quelque part, ils font passer des messages, ils nous mettent dans des guet-apens, et quelque part, ils font passer des messages aussi à la République en disant venez pas chez nous, laissez-nous tranquilles, sinon on va vous faire la guerre tous les jours. On a l'impression, Manuel Valls, que la situation empire de jour en jour, que les policiers sont de moins en moins respectés, de plus en plus attaqués, et que les voyous sont dans leur territoire. Vous aviez décrit à l'époque cette situation comme étant un apartheid. Oui, cette mise en cause de l'autorité que j'évoquais il y a un instant, elle trouve son point le plus dur, le plus exacerbé dans ces territoires. Et les policiers, comme les gendarmes, mais ces policiers-là font un travail particulièrement difficile. C'est pour ça qu'il faut les soutenir. Moi, je n'ai jamais compris comment on pouvait mettre en cause l'ensemble de la police, de nos forces de sécurité, quand il y a une bavure, un problème qui peut surgir. Hein. C'est des hommes, des femmes, ce sont des êtres humains qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Donc l'idée de la reconquête de ces territoires, c'est une idée
au fond, il y a une forme de continuité, malgré tout, des politiques depuis une vingtaine d'années. Moi, j'aime bien le débat politique en disant ici, c'est un échec total, là, ça a été une réussite absolue. Non, c'est un continuum, c'est une réalité. Il faut plutôt de la continuité, de la cohérence, des moyens, rentrer dans les quartiers. Il faut d'autres politiques urbaines, sociales, des politiques de sécurité, des politiques migratoires, des politiques d'habitat. Mais il faut soutenir ces policiers parce que c'est eux qui représentent, souvent avec les enseignants, les services publics, l'État et la République dans ces territoires. On oublie d'ailleurs toujours que l'immense majorité des habitants de ces quartiers sont les premières victimes de cette guerre des bandes. Mais c'est vrai qu'il y a une inversion, c'est très bien expliqué, et qu'au fond, il y a des bandes qui se livrent à leur trafic et qui considèrent que les policiers, l'État, la République n'ont rien à faire. Non, au contraire, je pense qu'il faut les soutenir, leur donner tous les moyens nécessaires, mais c'est un travail de très longue haleine, tant le trafic de drogue, qui nous vient d'Amérique, qui nous vient du Maroc, cette drogue pervertit l'ensemble des valeurs et représente une économie qui brise des vies et qui brise nos quartiers. Et justement, est-ce que c'est bien sérieux d'annoncer en début de semaine, comme l'a fait le président Macron, un nouveau projet pour la police, avec une vision jusqu'à 2030, on va doubler le nombre de policiers sur le terrain? Est-ce qu'il n'y avait pas un quinquennat pour s'en occuper, tout de même? Est-ce qu'il n'est pas un peu tard? On est en campagne électorale. Et donc, le président de la République, lui aussi, rentre, semble-t-il, progressivement dans la campagne électorale. Ça a été sans doute considéré comme un point faible du quinquennat, même si Gérald Darmanin, honnêtement, fait un travail de très grande qualité. Moi, j'ai toujours considéré que sur ces sujets-là, comme la lutte contre le terrorisme, mais la lutte contre l'insécurité, les formations politiques, l'État avec les élus, une meilleure coopération d'ailleurs, c'est ce qui a été dit hier à Nice entre la police nationale et la police municipale, devrait faire l'objet d'un très, très grand consensus. Vous savez, oui. Les Français ne s'y trompent pas. Moi, j'ai toujours considéré que la sécurité, c'était pas un sujet de droite et de gauche, qu'il fallait donner les moyens, qu'il y ait par exemple une vraie réflexion, et il faut avancer là-dessus, parce qu'il y a eu de vrais blocages à Beauvau, parfois d'ailleurs avec les syndicats, sur la question du temps de travail. On ne peut pas créer que des postes. C'est vrai qu'il faut plus de policiers et de gendarmes sur le terrain, là où c'est nécessaire. Bon, donc il faut aider peut-être sous d'autres formes et faire en sorte que moins de policiers et de gendarmes s'occupent de tâches administratives ou de garde statique. Bon, mais ça veut dire qu'il faut faire évoluer aussi la question du temps de travail. Il y a la rémunération et il y a le temps de travail pour avoir plus de forces de sécurité. Ils ne travaillent pas assez, les policiers ? Beaucoup travaillent, oui, mais il y a des formes de contraintes, il y a le temps de travail, il y a la récupération des heures sup. On doit aux policiers, d'ailleurs, par exemple, des millions d'heures supplémentaires, ce qui provoque d'ailleurs des départs retraite anticipés, parce que comme elles n'ont pas été payées, ils font valoir, et ce qui est normal, leur droit à la retraite. Je connais des policiers de très grande qualité, à un moment, ils disent on a tellement d'heures supplémentaires, on part avant. Donc, ce n'est pas normal. Donc, il y a une question de gestion, et Gérald Darmanin fait des propositions de réorganisation du ministère de l'Intérieur. Moi, j'avais commencé, après on a été pris à la gorge par des réformes importantes comme celle des renseignements, évidemment par les attaques terroristes, mais on a besoin de ce temps. Bon, en tout cas, considérons les propositions du président de la République comme un des éléments du débat sur lesquels il faudra avancer, même si lui, s'il est candidat, c'est pour 5 ans, c'est pas pour 10 ans. Les Républicains, qui sont eux aussi en campagne avec Valérie Pécresse, matraquent le bilan sécuritaire d'Emmanuel Macron, disent qu'il est calamiteux. Le gouvernement répond en disant mais regardez ce que vous avez sous Nicolas Sarkozy. C'est un débat stérile. Oui. On n'avance pas. Oui, parce qu'on peut, évidemment, moi je l'ai fait quand je suis arrivé, parce que nous on a inversé ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire on avait supprimé beaucoup de postes du temps de Nicolas Sarkozy. Mais d'une certaine manière, je m'en fous, enfin je m'en fiche, pardon. Je vais finir moi aussi par... Vous macroniser. Par ne pas parler bien le français. Non, ça n'a pas beaucoup d'importance. Enfin, considérer le bilan et les projets, c'est important au moment d'une campagne. On fait appel à l'intelligence des Français. Mais on a besoin d'une telle continuité des politiques publiques. Par exemple, on m'avait sommé à l'époque de dire, à gauche, souvent, il faut une police de proximité. L'état de nos quartiers ne le permettait plus tel qu'elle avait été imaginée dans les années 90. On a besoin d'une police d'intervention. Il faut s'interroger sur la question de l'armement, sur les voitures, sur la sécurité de ces policiers, sur le déploiement sur le terrain. Mais le débat stérile qui consiste à se renvoyer les responsabilités, je pense que ça n'aide pas au débat démocratique. Et mettons-nous d'accord sur le fait que la sécurité est une priorité, qu'il y a des moyens supplémentaires qui ont été donnés, que la lutte contre la drogue est un élément fondamental, qu'il y a un consensus, je le dis très clairement, on ne peut pas
dépénaliser ou autoriser la consommation de drogue, vu les dégâts que cela fait, notamment dans notre jeunesse. Voilà, il y a certains points de consensus sur lesquels il faut avancer. Est-ce que la montée de toutes ces colères, on a parlé du système de santé, du système de l'éducation, on parle de la police, de la sécurité, n'est pas en train de fabriquer une immense abstention potentielle pour l'élection présidentielle? Et est-ce que finalement ça ne favorisera pas les extrêmes? C'est un des risques. Enfin, l'abstention n'a pas forcément favorisé les extrêmes au moment des régionales. On l'a vu avec le score très décevant pour elle du Rassemblement national, pour Marine Le Pen. Mais oui, mais il y a une forme de césure démocratique. Moi, j'étais d'ailleurs assez frappé par le fait qu'après l'abstention des régionales et des départementales, il y a quelques mois, au fond, ceux qui avaient perdu ne voulaient pas y revenir, et ceux qui avaient gagné étaient contents de gagner, ne s'interrogeaient pas sur la légitimité de ce vote. Il n'y a aucune comparaison avec ce qui s'est passé dans d'autres pays. On a voté en Italie, en Espagne, en Israël, aux États-Unis, en Allemagne, avec des taux de participation équivalents aux élections précédentes, voire plus importants. Là, en France, il y a en effet une interrogation sur notre crise, je vous le disais tout à l'heure, démocratique. Et attention à ce que Dominique Régnier appelle la césure démocratique, la rupture démocratique et civique, parce que là, déjà une démocratie qui est déstabilisée, si en plus elle s'accompagne par et l'abstention et la montée des extrêmes, la remise en cause du système démocratique, c'est particulièrement dangereux. La démocratie, elle est fragile, hein. Elle n'est pas vouée à rester là si on la soigne pas tous les jours. Il est beaucoup question de parrainage en ce moment. De nombreux candidats tirent la sonnette d'alarme. C'est un peu un marronnier de l'hiver. Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour aussi se plaignent de ne pas avoir le nombre de parrainages nécessaires. Le fait qu'on ait rendu public le nom des élus qui les parrainent, c'est un véritable problème. Est-ce que vous considérez que c'est un problème pour la démocratie si un des trois que je viens de citer n'était pas candidat in fine? J'ai jamais vu que j'étais mis en cause, puisque j'étais Premier ministre au moment où la loi de 2016, qui est une initiative parlementaire, celle de Jean-Jacques Urvoas, une loi organique, avait obligé à la publication de tous les parrainages qui publiait déjà les parrainages. Des 500 de chaque candidat, au moins, étaient publiés depuis 1976. Changer les règles du jeu au milieu du match, ça n'est pas possible. Et d'ailleurs, cette réflexion, elle aurait pu venir avant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres systèmes que celui du parrainage. Et comme le demande le Conseil constitutionnel par des recommandations depuis maintenant 30 ou 40 ans, il fallait cette publication. Mais je vous dis, de l'autre côté, tout de go, il me semble nécessaire, c'est important pour notre démocratie, sinon je pense qu'il y aurait un vrai problème démocratique. Il faut que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour puissent être candidats. Le problème, c'est que les uns et les autres ont moins d'élus ou pas du tout d'élus. Je pense que cet appel-là, cette prise de conscience, peut amener les 42 000 élus. Il n'y en a qu'un tiers qui signe depuis tout le temps. Et donc il y en a 2 tiers qui ne signent pas. Il y a suffisamment, à mon avis, de maires, d'élus et de gens qui sont conscients qu'il peut y avoir un problème politique, sans remettre en cause le dispositif. Ça n'a pas empêché d'avoir beaucoup de candidats à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, voire des farfelus depuis des années, que là, il ne peut pas y avoir cette rupture démocratique. Ça serait évidemment un problème. Je pense, je vous le dis très franchement, que tout le monde aura ses parrainages. Que tout le monde aura ses parrainages. Vous aviez raison de parler de marronnier. Alors, Éric Zemmour, on va juste l'écouter sur la question des parrainages. Vous lui consacrez un livre, on y revient tout de suite. Il y a des candidats qui représentent des millions et des millions d'électeurs et qui, comme ils ne sont pas des partis installés, en l'occurrence pour moi, ou qu'ils n'ont pas beaucoup d'élus, pour Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, dans ce cas-là, on a du mal à avoir des parrainages. Et d'autant plus que ces parrainages sont désormais systématiquement publiés par le Conseil constitutionnel. Si François Hollande n'avait pas modifié la loi pour rendre public tous les noms des maires qui parrainent ou des élus qui parrainent, on n'en serait pas là. On a déjà répondu à la question. Oui, c'est faux. Il raconte n'importe quoi. Et puis, il n'a pas encore des millions d'électeurs. Il y a des intentions de vote. Mais c'est pas vous qui avez modifié la loi. Non. Ce qui a été modifié, c'est qu'on publiait tous les parrainages, mais avant, le Conseil constitutionnel procédait par un tirage au sort pour que chacun ait 500 et pas plus,
et qu'on publie la liste des 500 pour chaque candidat. Ce qui fait que, par exemple, Marine Le Pen ou Jean-Marie Le Pen, on savait pratiquement à quelques élus près, puisqu'ils en avaient 500, 510, 520, quels étaient les maires, les élus qui avaient signé. Et la presse quotidienne régionale faisait de toute façon le travail. Tout ça est une vaste blague. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'ils aient leur parrainage. Il y a 42 000 élus. Je pense que dans quelques semaines, c'est un peu de victimisation pendant la campagne, ça fait parler d'eux, c'est normal, mais ça ne me paraît pas être aujourd'hui un risque majeur. Qu'en faut-il qu'ils les aient? Manuel Valls est notre invité ce soir dans Punchline. On se retrouve dans un instant, on parlera de ce livre chez l'Observatoire que vous consacrez à Éric Zemmour, l'anti-républicain. Dites-vous, vous nous expliquerez pourquoi. Tout de suite. C'est pas un peu paradoxal de souhaiter à la fois qu'il soit candidat et de dire que c'est un anti-républicain? Pourquoi c'est un anti-républicain? Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Il a le droit de concourir. On a eu des gens qui voulaient abolir le capitalisme, l'État, ou qui voulaient rétablir même la monarchie, qui ont été candidats. Mais parce que je pense que Éric Zemmour, qui va puiser dans l'histoire de France, prend un certain nombre d'exemples où il crée des controverses à travers des manipulations ou des mensonges, pour remettre en cause précisément l'héritage républicain, l'affaire Dreyfus, la collaboration, le rôle de Pétain dans la déportation des juifs étrangers ou français, le fait de dire que Pétain et De Gaulle, au fond, c'était deux faces d'une même monnaie, la France, etc. Non, tout ça est faux en plus dans la réalité historique, mais ce n'est pas qu'un débat historique. Si je m'attache à analyser ces mensonges ou ces manipulations, pour ce qui concerne l'histoire, c'est parce qu'il le met au service d'un projet qui est la réunification des droites, ce que Marine Le Pen ne peut pas faire à cause de son patronyme et à cause de l'histoire du Front National, donc on connaît les origines vichistes. Elle ne peut pas le faire, et Éric Zemmour pense que lui peut le faire, qui est de casser cette frontière qui a existé, cette barrière entre la droite et l'extrême droite depuis toujours, depuis la Libération, et on sait bien le rôle notamment qui a été celui de Jacques Chirac pour empêcher toute alliance avec l'extrême droite. Donc il a un projet politique à travers l'histoire, mais derrière il y a une mise en cause de ce qu'est fondamentalement notre histoire républicaine. D'où ce livre, mais je le fais de manière argumenté, parce qu'il faut mener le débat politique et culturel dans un pays, c'est un vieux peuple pétri d'histoire et de culture. Mais vous dites aussi assez justement que Zemmour est aussi le produit d'une frange d'électeurs qui ne supporte plus le wokisme, ce mot américain, ni le laxisme, ni la soumission au fond. Il se nourrit d'abord de nos insuffisances, des échecs, de l'impuissance que les Français ont pu constater, je sais pas, en matière d'immigration, de reconduite à la frontière de ceux qui étaient déboutés du droit d'asile ou qui n'avaient rien à faire sur le sol français, des problèmes de sécurité. Et puis vous avez raison, un élément très important, il se nourrit d'une mise en cause de l'unité de notre histoire, une mise en cause de l'histoire de France qui peut être revisitée, bien évidemment, chacun le fait, à commencer par les historiens. Elle n'est pas linéaire, elle n'est pas figée, et au fond beaucoup de Français se disent mais attendez, notre histoire, Napoléon, on déboulonne d'un certain nombre de statuts, nous sommes responsables et coupables de tout, et donc il y a un nouveau féminisme qui aussi, moi je suis un féministe, je crois à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais il y a aussi une volonté, une culture d'imposer le regard des minorités. Et cette culture, on aurait dit cet impérialisme il y a quelques années, dans un langage d'une autre époque, cette culture qui nous vient des États-Unis, la cancel culture, le wokisme, qui est au fond, nous ne sommes qu'une addition de minorités, et ce sont d'abord les minorités qui ont raison, qui imposent leur vision au plus grand nombre. Alors ça, c'est pas la culture française. Et c'est vrai qu'une partie de la gauche a renoncé à l'universalisme, a sombré dans le communautarisme, et cela a nourri Zemmour, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut une réponse puissante, républicaine, pas que de gauche, mais une république forte sur la laïcité et sur l'universalisme, parce que nous sommes un peuple fait d'égaux et de libres. Est-ce que ses concurrents lui apportent la bonne réponse, à part les anathèmes? Est-ce que finalement ce livre n'est pas là, puisque vous estimez qu'on ne lui apporte pas la bonne réponse politique? Oui, évidemment, les insultes, les mots tels que fascisme réduisent le débat. Virus, on l'a traité de virus. Et non, c'est une erreur. D'autant plus que Éric Zemmour veut mener une bataille culturelle. Il pense, reprenant le nom d'un grand penseur communiste italien, Gramsci, que c'est la bataille culturelle qui prépare les victoires électorales. Donc il faut lui disputer le terrain.
point par point. Alors il y a aussi ce qu'il raconte sur les femmes, sur les musulmans, les mots insupportables qu'il a prononcés sur les victimes du terrorisme, notamment ces Français juifs qui ont enterré les leurs en Israël. Donc, mais sur les questions historiques, culturelles, il faut mener la bataille point par point, parce que l'anathème ne suffit pas. On a utilisé cela. C'est au cri de No Pasaran, le fameux cri des Républicains. Qu'a prononcé Anne Hidalgo. Oui, mais qui ne marche pas, parce qu'en plus, on oublie que malheureusement, les franquistes sont passés. Bon, donc, le No Pasaran ou uniquement une critique morale ne suffit pas. Il faut porter la controverse, dire que son projet de dénaturer notre histoire, il est au service d'un projet politique qui, pour ce qui me concerne, me paraît dangereux. Mais il faut mener le débat, il faut débattre avec lui, et pour cela, il faut qu'il soit candidat, si on revient à la discussion qu'on a eue il y a un instant. Éric Zemmour place son combat au niveau de la guerre de civilisation. Il estime que la France est en danger de mort en raison d'une immigration incontrôlée. Sur le constat, vous le partagez, évidemment. Est-ce qu'il y a des solutions qui divergent ? Il y a une crainte qu'on pourrait appeler identitaire, civilisationnelle. D'ailleurs, des intellectuels de gauche comme Laurent Bouvet, qui vient de partir, qui vient de disparaître, avait mis en avant. C'était un des débats au sein de la gauche. Comme la gauche n'a pas saisi cette question identitaire, dans un siècle qui s'est ouvert avec le 11 septembre 2001, elle est passée évidemment à côté de quelque chose. Mais on peut, et je le dis dans le livre, souligner qu'il faut une autre politique migratoire. Qu'il faut que l'Europe se protège davantage ses frontières communes, qu'il faut qu'il ait une priorité, qu'il ait l'investissement dans l'Afrique, puisque ça va être le continent de demain qui va doubler sa population. Le Nigeria va passer à 400 millions d'habitants, donc cette pression migratoire, elle va continuer. Donc il faut qu'on investisse en Afrique, parce que sinon on va toujours avoir ces problèmes de migration, qu'il faut sans doute revisiter évidemment la question du regroupement familial, qu'il faut accueillir des étudiants étrangers, qu'il faut faire vivre le droit d'asile sans le dénaturer. On peut avoir ce débat, je ne dis pas de manière sereine parce que je ne suis pas naïf, mais sans stigmatiser ou sans confondre tout. Non, les musulmans ne sont pas tous terroristes, pardon de cette évidence, ce n'est qu'une minorité. Islamisme, c'est pas la même chose. Non, il y a une controverse au sein de l'islam, mais expliquer par exemple que les terroristes qui sont dans le box des accusés du procès du 13 novembre sont les bons musulmans, c'est terrible parce que du coup vous confondez, comme le souhaitent d'ailleurs les djihadistes, comme le souhaite l'islamisme, l'islam politique, vous les confondez tous. Et là vous créez les ferments d'un affrontement et d'une véritable guerre civile. Donc on peut avoir de nouvelles politiques d'immigration pensées au niveau européen qui fassent en plus des accords très larges, parce qu'il y a sans doute, si on veut par exemple des quotas en matière de travailleurs étrangers pour des secteurs et à des moments donnés, il faut une réforme constitutionnelle. Donc on a besoin d'un accord entre l'Assemblée et le Sénat, voire du peuple français. Donc on peut traiter ces questions-là sans hystériser et sans en permanence, parce que c'est ce que fait Éric Zemmour, c'est ce que font les populistes, chercher le bouc émissaire et signaler une partie de la population. Mais le repli identitaire existe dans notre pays. Il est incontestable. Oui, comment faire en sorte que l'assimilation fonctionne à nouveau dans notre pays ? Laurence Ferrari, la question identitaire ou le repli, la peur par rapport au monde, changement climatique, crise financière, précarité, immigration, terrorisme islamiste, tout ça, ou terrorisme d'extrême droite, ne l'oublions pas, tout ça sont des réalités qui existent bien évidemment. Et donc, c'est vrai que la question de l'école, la question de l'assimilation, M. Jean-Pierre Chevènement l'avait évoqué, moi je pense que l'assimilation n'est pas un gros mot. Et d'ailleurs, à force de laisser des mots, la nation, la patrie, le drapeau bleu, blanc, rouge, l'hymne national, l'assimilation républicaine, la gauche a laissé ça à la droite extrême, à l'extrême droite ou à d'autres, et là aussi elle est passée à côté de quelque chose d'essentiel. Mais de l'autre côté, parce que je suis patriote, parce que j'aime ce pays, le déclinisme sur le thème « tout allait mieux avant », non, en matière de santé, tout n'allait pas mieux avant. En matière d'école, tout n'allait pas mieux avant. Et que notre pays reste, avec ses 67-68 millions d'habitants, 5e puissance économique du monde, la 2e de l'Union européenne, qu'on est toujours membre permanent du Conseil de sécurité, qu'on a la bombe atomique, la dissuasion nucléaire, qu'on fait le choix, et on doit le faire collectivement, d'investir dans le nucléaire, parce que ça reste l'énergie de demain, et c'est très important pour lutter contre les énergies fossiles et le réchauffement climatique. Donc, le français est parlé par des centaines, des dizaines de millions de citoyens dans le monde. Donc aussi, on a des atouts. Donc je pense que notre
notre rôle, c'est de valoriser ces atouts, même si on sait qu'on a besoin de réformes puissantes et que, notamment au niveau européen, il faut gagner en matière de stratégie autonome, de protectionnisme vis-à-vis de la Chine, d'un certain nombre de pays qui nous empêchent d'avoir, on l'a vu sur le médicament, on l'a vu sur les semi-conducteurs, on l'a vu sur les batteries, d'avoir notre propre autonomie. On ne peut pas dépendre, on l'a bien vu comme ça, dans un certain nombre de secteurs de l'Asie. Et vous, dans tout cela, Manuel Valls, vous êtes revenu d'Espagne, vous êtes revenu humblement, je dirais, pour vous mettre au service de cette nation française que vous aimez, quitte à y jouer un rôle dans les prochains mois. Je ne sais pas. Vous disiez, quand on dit évidemment, on ne croit pas. Gouvernement d'union nationale. Oui, bien sûr. On ne croit pas, personne ne va me croire. Eh bien, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'au fond, l'expérience d'un ancien Premier ministre, elle doit servir à cela. Moi, je suis très franc. Si un jour j'ai la possibilité de gouverner de nouveau, de participer directement à l'action du pays, c'est mon ADN. Je suis un politique, je suis fait pour ça. En plus, on l'a vu, c'est quand même plutôt... Il faut avoir un peu d'expérience, c'est un métier. Mais après, ça dépend des circonstances. Donc, en attendant... je me sens libre pour dire les choses telles que je les pense. Je ne suis pas encarté, je suis plus dans un parti, je ne dois rien à personne. Et donc je veux être utile. D'ailleurs, je trouve qu'on n'utilise pas assez, pas que dans la politique, l'expérience des uns et des autres. Et donc le jeunisme, le nouveau monde, on tablera surtout. Alors peut-être que j'aurais pas dit ça il y a 30 ou 40 ans, mais je plaide un peu pour moi. Mais je pense que ça peut être utile, le regard sur le monde, le regard sur la France. Voilà, donc j'essaie d'être utile dans ce débat et en l'étant avec méthode et modération, parce que je crois encore une fois beaucoup au nécessaire compromis pour sortir le pays des difficultés, pour qu'il affronte en tout cas les défis qui sont devant lui. Et vous soutiendrez Emmanuel Macron pour la présidentielle ? Moi, je pense qu'il faut être très, très, très prudent. Moi, je vais regarder quand même de près ce qui se passe dans cette élection présidentielle. Il y a 5 ans, je voulais éviter un deuxième tour entre François Fillon et Marine Le Pen. C'est pour ça que, comme des millions d'électeurs de gauche, j'avais voté pour Emmanuel Macron. J'ai salué aussi d'avoir... Il fait président, il a un leadership, il a un talent incontestable, on ne va pas raconter. Je pense que Valérie Pécresse a aussi beaucoup de qualités. Mais moi, je vais attendre, je vais regarder, parce que, encore une fois, ce qui me paraît essentiel, c'est comment on réussit à nous réconcilier avec nous-mêmes. Ce peuple mérite mieux que cela. Il mérite d'être réconcilié avec lui-même pour affronter les défis. Donc, je ne sais pas si ma parole est très importante, mais pour le moment, je m'exprime et au moment du vote, on verra. Merci Manuel Valls d'être venu ce soir sur Europe 1 Zemmour, l'anti-républicain, aux éditions L'Observatoire. Bonne soirée à vous. Merci de votre invitation. Dans un instant, Alexandre Lemaire pour les infos de 20h et Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe 1.